Buongiorno a tutti, come state? Muy bene? Ben, c'est raté cette intro. Ok, donc aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle formation autour de la bibliothèque RxJS. Et donc, sans plus tarder, on commence directement avec cette première vidéo qui va expliciter les principes fondamentaux de RxJS. D'habitude, les intros sont optionnelles, mais pas ici, où l'on va plonger directement sur le socle technique nécessaire pour appréhender RxJS. Une fois n'est pas coutume, je remplirai pleinement mon rôle de Captain Obvious pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce que je vais dire peut vous paraître logique, mais ça peut même paraître limite démagogique. Donc ce sont des concepts que tout le monde connaît, mais ils ne sont pas totalement appliqués. Débutons par une définition macroscopique de RxJS. RxJS est une librairie qui rationalise notre code au travers d'un flux de données unidirectionnel utilisant intensivement de la programmation fonctionnelle réactive, couplée à deux design patterns orientés objets, nommés Observer et Iterator. Plutôt simple, n'est-ce pas? Donc calm down, à vrai dire, si pour vous ceci est de l'araméen, c'est que ça prouve l'utilité de cette vidéo, où on va décortiquer chaque mot de cette définition pour se sentir à l'aise, et donc d'ici la fin de la vidéo, vous serez en mesure de comprendre cette phrase. Et vous serez à l'aise quant aux intentions de RxJS, pourquoi l'utiliser au sein de notre code. Pour saisir RxJS, ça se passe au niveau en fait du mindset, donc de l'état d'esprit à appréhender. Il offre une nouvelle solution de bout en bout, ainsi RxJS rationalise notre code et fournit quelques stratégies assez poussées. Il va permettre d'introduire une abstraction supplémentaire qui va rendre notre code très souple pour pouvoir gérer des applications toujours plus réactives. Et je dirais même qu'on va parler de PFR, ou de FRP, donc Functional Reactive Programming, qui est donc la condensation de deux paradigmes bien connus, la programmation réactive et la programmation fonctionnelle. Revenons aux bases de l'informatique. Donc la programmation informatique peut être découpée en deux grandes familles, avec dedans des sous-branches. Donc pour faire simple, j'ai conservé les principales feuilles. Ainsi, on a d'un côté la programmation impérative, qui arrive avec la programmation procédurale, alias le fameux code spaghetti, et la programmation orientée objet qui a été intensément étudiée et utilisée depuis les années 90, donc dans les écoles et les entreprises. De l'autre côté, la programmation déclarative, avec la programmation fonctionnelle et logique. Prenons la programmation logique. Donc celle-ci est basée sur des préceptes de logique, merci Captain Obvious, donc de la logique grecque, et Prolog en est le représentant le plus emblématique, et globalement cela va servir pour de la technologie de pointe où tout est supposé être sûr et démontrable, en appliquant de la déduction mathématique pour se retrouver dans un système totalement contrôlé. Vous le constatez, plus on tend vers cet extrémum, plus notre code est robuste, mais plus on est limité dans la représentation de la réalité que l'on tente de numériser ou digitaliser pour reprendre le terme anglais. C'est pourquoi l'orienté objet a pendant des années été publicité dans les écoles comme paradigme idéal pour représenter le monde qui nous entoure. Et la programmation fonctionnelle dans tout ça. Donc cette dernière va nous permettre de penser beaucoup plus mathématiquement, où notre unité de mesure est la fonction et rien d'autre. Dans un langage de programmation purement fonctionnel, on utilisera des fonctions pures. C'est-à-dire qui ne comportent pas de side effect, donc d'effet de bord. Et puis on rentrera un peu plus dans la définition de fonction pure juste après. Mais globalement, on va pouvoir chaîner comme des pipes, pour ceux qui font un peu du command line sur des terminals. Donc on va pouvoir chaîner les unes à la suite des autres les fonctions pour obtenir à terme un système beaucoup plus complexe. Donc d'un point de vue JavaScript, c'est principalement dû au fait que le langage est multiparadigme, donc on n'est pas contraint de respecter tel ou tel paradigme, et bien souvent on fait un mix-up de tout et on tente d'utiliser pleinement la puissance et la souplesse de JavaScript, mais en contrepartie on détourne bien souvent des principes fondamentaux de certains paradigmes. Donc on va voir tout ça en détail. Alors j'ai introduit deux mots, fonction pure et side effect. Donc fonction pure, on y revient juste après. Concernant le side effect, on va faire un petit point dessus pour être sûr que tout le monde saisit cette notion, bien que voilà, c'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc globalement un side effect, donc en français effet de bord. Donc une fonction est dite à side effect, enfin à effet de bord, si elle modifie un autre état que sa valeur de retour. Par exemple, une fonction pourrait modifier une variable statique ou globale, modifier un ou plusieurs de ses arguments, écrire des données vers un écran ou un fichier, ou lire des données provenant d'un fichier, d'une base de données, etc. À terme, ces effets compliquent la lisibilité du comportement des programmes et vont nuire à la réutilisabilité des fonctions et procédures, car finalement, la fonction va devoir packager tout un contexte autour de elle. Un langage comme Haskell les exile
délibérément vers des composants nommés les monades, qui est un type qui va wrapper cela dans un contexte. Donc nous y reviendrons plus tard. On peut aussi parler de semi-effet de bord, qui consiste simplement pour une fonction à utiliser en lecture seule des variables globales. Pour purifier cette fonction, il suffirait de tout passer en argument, et donc ainsi on réobtient une fonction sans effet de bord et pure. Ainsi, vous commencez peut-être à le saisir, mais chaque effet de bord, donc chaque side effect, peut être vu comme une porte d'entrée au vilain méchant bug de notre programme. En effect, sans mauvais jeu de mots, les side effects augmentent la charge cognitive de l'état de notre application, rendant à long terme totalement impossible la représentation de ce qui se passe sur l'ensemble du programme. Donc à moins de s'appeler Gasparov et d'être un joueur d'échecs hors pair, ça devient très compliqué à prévoir tous les coups lorsque une action est envoyée et déclenchée. Donc si en plus on se met à ajouter là-dedans de la programmation impérative, ce qui est possible avec JavaScript vu qu'on n'est pas dans un langage purement fonctionnel, dans ce cas on va introduire des loops, donc des boucles, des conditions, et c'est là que le cauchemar débute. Une dette va s'accumuler jusqu'à un jour exploser sous forme de bug. Donc chasser les side effects, ça va améliorer la santé de notre code et notre santé mentale. Mais ça va aussi nous permettre, sur tout point de vue, de faciliter tout le process de développement, y compris les tests unitaires. Donc là, on a vu les cas de famille, mais beaucoup plus conceptuellement, en fait, qu'est-ce qui va différencier véritablement l'impératif du déclaratif? Si on devrait utiliser un seul mot, un seul synonyme à ces mots, donc pour du déclaratif, on se concentrerait sur le what, le quoi donc. Tandis que l'impératif, c'est sur le how, le comment. Donc ainsi, on voit bien que sur l'impératif, on est plus proche du point de vue, j'ai envie d'utiliser le mot bas niveau, que ça peut être un peu scabreux dans ce domaine-là d'utiliser ce mot aussi. Mais enfin, on va dire qu'on est beaucoup plus proche des limitations hardware, des latences, des problèmes techniques liés à l'informatique. Ça nous éloigne d'une approche purement mathématique. Néanmoins, les performances n'ont cessé d'augmenter depuis ces dernières années, ainsi que de nombreux concepts tels que la mémorisation, qui ont permis l'obtention de langages fonctionnels très compétitifs, faisant entrer la mathématique au plus proche de l'implémentation technique. Dans tout ça, RxJS utilise intensément la FP, Functional Programming. Tous les concepts vont être décrits dans les prochaines slides de manière succincte. On a aussi la notion d'Unifying Computing Model, qui sera aussi exprimée par la suite, donc on le détaillera. Mais globalement, c'est d'arriver à utiliser n'importe quel type de données dans notre librairie RxJS, et ce, sans exception de représentation. Concernant la partie orientée objet, il y a deux design patterns qui vont être intensément utilisés, et ce sera nos derniers concepts qu'on explicitera. Enfin, concernant le Reactive Manifesto, donc c'est un manifeste permettant de définir à quel moment une application peut être considérée comme application réactive. Donc, globalement, c'est basé sur 4 concepts: responsive, resilience, elastic, au sens de scalability, et message driven. Bon, pour être honnête, le Reactive Manifesto, c'est vraiment le concept du concept. Donc cela n'a pas très grand intérêt pour nous personnellement. Donc ce qu'on veut, c'est avoir juste le mindset minimum pour pouvoir implémenter et utiliser RxJS. Donc faisons un focus sur le premier et principal point, la programmation fonctionnelle. Alors petit 1, les first class functions. Donc ça signifie que des classes sont traitées comme des objets. En d'autres termes, on peut assigner des fonctions dans une variable. Conséquence à cela, les higher order functions, c'est le principe de passer en argument ou de retourner des fonctions dans des fonctions. Venant du JavaScript, ces deux concepts ne devraient poser aucun problème, c'est d'ailleurs grâce à cela qu'une callback existe à vrai dire. Ensuite vient l'immutable data. Globalement, c'est le concept que les variables ne sont pas mutables. À vrai dire, c'est aussi le cas pour tous les types primitifs de JavaScript, donc string, boolean, number, etc. Mais ce n'est pas le cas donc pour par exemple les objets littéraux. Et donc ça sera à notre charge en tant que développeur JavaScript de faire en sorte de rendre le contexte totalement immutable en appliquant un Functional Programming Styling. Donc c'est purement du style finalement pour pouvoir obtenir et élever vraiment notre développement en JavaScript beaucoup plus proche d'un langage fonctionnel pur. Donc là, il n'y a pas franchement d'utilité, mais vous verrez dans de prochaines formations que l'immutabilité apporte son lot de bienfaits sur le sujet du Change Detection Strategy, donc le rafraîchissement de l'interface front, où une optimisation est possible uniquement grâce à des données immutables. Donc on ne peut pas modifier une donnée, mais on peut seulement la remplacer, l'écraser totalement. Il y a ensuite le principe de récursion. Donc c'est assez simple, c'est le principe de rappeler une fonction à l'intérieur d'elle-même. Ainsi, on évite l'utilisation de loop, de boucles, qui rendent ce dernier le code beaucoup moins lisible. En évitant les boucles, on obtient un code beaucoup plus concis,
La récursion est vraiment une approche mathématique pour résoudre des problèmes, et il existe de nos jours de nombreuses optimisations, aussi bien au niveau du compilateur que de bonnes façons d'écrire des fonctions récursives. Il y a la tail recursion, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Vient ensuite le functor. Donc le functor, on peut le définir comme un type de données sur lequel on peut appliquer une fonction en aplatissant les objets contenus dans ce type. Donc à nouveau, ça peut vous paraître assez flou, mais notez que ça, pour l'instant, juste que ça va nous permettre d'obtenir à nouveau une approche beaucoup plus concise, lisible et compréhensible. Quand on implémentera les opérateurs de RxJS, on verra vraiment le cas concret. Pour teaser, tout type ayant dans son prototype JavaScript la fonction map peut être considéré comme un functor. Donc si ça peut déjà vous mettre sur la piste. À cela vient les monades. Donc pour faire simple, c'est comme un functor, mais avec un niveau d'abstraction supplémentaire. On pourrait parler de double aplatissement. De même, on verra un cas concret avec les opérateurs de RxJS. Mais voilà, à nouveau, c'est tout type qui implémente finalement une flat map en JavaScript. Donc on y est presque, il nous reste deux concepts, le lazy evaluation. Donc lazy evaluation, c'est le concept qui dit que le code écrit sera exécuté qu'en cas d'extrême nécessité. En d'autres termes, il sera exécuté au dernier moment. Donc ce concept est très utilisé dans RxJS et ça permet de penser sur des ensembles de données infinis, finalement comme en maths. Et le dernier concept, donc les pure functions. Donc ce sont des fonctions qui sont déterministes. En d'autres termes, pour les mêmes arguments en entrée de la fonction, j'obtiendrai toujours le même output, le même résultat. Peu importe le contexte dans lequel la fonction est appelée. Et donc, elle ne possède aucun side effect. Les side effects ne concernent pas seulement la programmation fonctionnelle, je dirais même que dans la programmation fonctionnelle, les side effects n'existent pas justement, mais on a besoin de side effects pour pouvoir faire des applications humainement viables, on a besoin de les expliciter. Passons maintenant à la programmation réactive. Donc la pensée réactive est beaucoup plus facile à saisir de nos jours, d'autant plus pour des programmeurs JavaScript, qui sont asynchroniquement alertes. Mais de manière générale, les fonctions asynchrones, donc, ils vont nous permettre de réagir directement après un certain laps de temps. Donc il se forme en fait un décalage cognitif à devoir raisonner sur un état futur qui peut devenir très rapidement perturbant. Donc l'exemple le plus concret d'une programmation réactive va être par exemple un style sheet d'Excel, où je vais pouvoir réutiliser des cellules pour les re-rentrer dans d'autres formules de calcul, et ainsi si je change une cellule, tout est rafraîchi en temps réel. Et donc c'est pour cela qu'arrive la FRP, Functional Reactive Programming. Le Saint Graal, donc c'est d'apporter un contrôle à la puissance de la réactivité. On pourrait faire un parallèle avec le même enjeu qu'a produit dans les années 90 l'orienté objet pour du procédural. Alors regardons toutes les solutions qui existent pour gérer les types selon qui sont à une seule valeur ou à plusieurs valeurs ou qui sont synchrones ou asynchrones. Donc arrêtons-nous un moment sur plutôt les solutions face à la synchronisme. Pour ce faire, la solution la plus connue, c'est les callbacks. Basiquement, les callbacks, ça va nous permettre d'introduire une inversion de contrôle où la fonction rappelle l'application en retour. Ça fonctionne, mais le souci est la lisibilité. On se retrouve avec des appels imbriqués qui ne vont cesser de grandir, et donc un code se développant horizontalement, débouchant sur le très célèbre callback hell. Donc l'enfer des callbacks. C'est pour ça qu'a été introduit les promises. Donc en ES6, ES 2015, donc ils vont nous permettre de wrapper les données dans un niveau d'abstraction qui s'apparenterait au maybe pour de la Haskell ou des types optional pour du Java. Donc ce type va nous permettre de le chaîner les uns à la suite des autres, formant un ensemble d'actions contenant des valeurs futures. Concrètement, finalement, ça va apparaître à première vue comme du simple sucre syntaxique. Mais pourtant, il y a vraiment une importance derrière ça. Par rapport à une callback qui est basée sur les mêmes préceptes d'inversion de contrôle, les promises ils vont créer un flux d'appels chaînés à l'aide de la méthode Zen. Et si une promise est satisfaite, la chaîne de fonctions continue. En cas d'erreur, on délègue à la méthode catch des promises. Donc c'est super, ça on arrive à gérer nos données asynchroniques, on s'en sort. Pourquoi ajouter quelque chose à JavaScript? Pourquoi utiliser de RxJS? Alors en premier, je dirais que le concept est suffisant, mais pas l'implémentation. Donc il y a deux cas concrets qui illustrent quelques soucis récurrents que l'on rencontre avec les promises. Tout d'abord, une fois lancée, la promise ne peut être annulée, elle doit être complétée. Et surtout, cela gère qu'une seule donnée et non une séquence de données. Donc on est loin de la programmation réactive. Ainsi, tous les types asynchrones à valeurs multiples ne sont pas traités. Il nous faut donc introduire cette notion. On a déjà une solution qui abstrait et éloigne la notion de latence de notre code avec les promises et qui nous permettent d'utiliser des séquences linéaires d'étapes au travers de données. Donc, arrivederci les callback hell, mais il nous faut juste pouvoir gérer un flux de données. Donc on arrive à la solution de RxJS, et ceci en utilisant les concepts de la programmation fonctionnelle et aussi du design pattern iterator qui va nous permettre d'atteindre cette notion d'unifying computing model.
Donc venons-en au dernier point de cette vidéo sur les concepts, j'espère que vous me suivez encore. Donc les deux design patterns clés d'un stream. On va commencer à introduire le champ lexical et le vocabulaire de RxJS. Donc on parle de la notion de stream. Donc ici, nous allons utiliser intensément au sein de la librairie ces deux design patterns. Donc ces deux design patterns rentrent dans la catégorie des behavior patterns, donc des patrons de conception comportementaux. En d'autres termes, ils définissent comment organiser les objets pour que ceux-ci collaborent. Donc c'est une distribution des responsabilités et ça explique le fonctionnement des algorithmes. Donc ces design patterns vont en fait améliorer la souplesse et vont en fait améliorer la communication entre les objets. Tout d'abord, on a le design pattern observer qui va permettre une communication entre des observables et observers. Donc il y a plusieurs façons de nommer, je prends la même sémantique que RxJS. Donc le principe de design pattern observer est que chaque classe observable contient une liste d'observers. Ainsi, à l'aide d'une méthode de notification contenue dans observable, tous les observers sont notifiés. Donc la classe observée hérite de observable qui gère la liste des observers. En d'autres termes, pour faire simple, c'est une façon de notifier un certain nombre de classes. Vous avez un exemple d'implémentation d'observeurs en norme ES6. Donc ensuite vient l'itérateur. Donc l'itérateur, ça ressemble en fait à un pointeur. En fait, on pourrait le résumer comme un simple pointeur disposant essentiellement de deux primitives. Accéder à l'élément pointé en cours dans le conteneur et se déplacer pour pointer vers l'élément suivant. Donc en plus, il faut pouvoir créer un itérateur pointant sur le premier élément ainsi que déterminer à tout moment si l'itérateur a épuisé la totalité des éléments du conteneur. Donc le but d'un itérateur est de permettre d'itérer. Merci Captain Obvious. Donc ça permet de parcourir le conteneur, c'est-à-dire d'accéder séquentiellement à tous ces éléments pour leur appliquer un traitement, tout en isolant l'utilisateur de la structure interne du conteneur, donc qui peut être potentiellement complexe. Et c'est d'ailleurs là l'intérêt, c'est avec ça que ça va nous permettre de faire entrer n'importe quelle donnée dans notre stream. Donc voilà, on a survolé tous les concepts derrière l'émergence de ReactiveX et plus particulièrement de RxJS. Donc en effet, ReactiveX a fourni une implémentation pour l'ensemble des langages populaires. Donc ce qu'on apprend là peut être appliqué à n'importe quel langage de programmation étant donné que c'est conceptuel. Donc vous le voyez, en fait, ce besoin-là s'est fait sentir depuis la fin des années 2000, mais les concepts en eux-mêmes existaient depuis des années. Donc à vrai dire, on aurait pu techniquement être capable de mettre en place une telle technologie depuis 1994. Date à laquelle est sorti le best-seller Design Patterns, Elements of Reusable Software, qui a permis de mettre au clair les deux fameux design patterns qu'on vient d'énoncer. Et quant à la programmation fonctionnelle, Haskell est né dans les années 80, fin des années 80 et première release en 90, mais la programmation fonctionnelle en soi existe depuis Lisp, qui date de 1958. Vous voyez, on est vraiment dans la base de l'informatique, et cette librairie arrive à maturité seulement de nos jours. Donc voilà, on est prêt à plonger dans l'implémentation d'un stream, donc je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo portant sur les streams. À nouveau, n'hésitez pas à commenter, je compte sur vos retours sur cette vidéo en particulier qui est assez technique et s'adresse clairement à des devs assez avertis. Sur ce, je vous dis codez bien et à bientôt.